Personne n'était préparé à ce qui s'est passé sur le plateau de ce film. Aujourd'hui, après des années de silence, la vérité émerge des ombres. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe des forces au-delà de notre compréhension qui déchirent parfois le voile entre les mondes? Ce frisson qui parcourt votre nuque lorsqu'un événement inexplicable survient n'est pas une simple coïncidence. C'est un appel. L'horloge sonnait 3h33 du matin lorsque Mel Gibson se réveilla dans sa chambre d'hôtel à Matera, en Italie. Ce ne fut pas un réveil ordinaire. Ses yeux s'ouvrirent comme s'ils étaient tirés par des fils invisibles. La sueur perlait sur son front alors qu'il tentait de discerner si ce qu'il venait de voir était un rêve ou la réalité. Les images brûlaient encore dans son esprit. Des silhouettes sombres entourant le plateau de tournage, des chuchotements dans des langues inconnues, et Jim Caviezel baignait dans la lumière. Vous connaissez probablement l'histoire officielle. Un film controversé, des acteurs engagés, un réalisateur obstiné. Mais ce qui resta caché pendant tant d'années va bien au-delà de ce qu'un scénario aurait pu contenir. Les caméras capturent des images, mais elles ne peuvent pas enregistrer l'invisible qui palpite entre les lignes de l'existence. Certaines choses sont mieux gardées dans le silence, avait déclaré Gibson au producteur ce matin-là, après la 3e occurrence inexplicable sur le plateau. Mais le silence a aussi un prix. Le ciel de Matera était chargé de nuages épais ce matin-là. La ville antique, taillée dans la pierre calcaire, semblait absorber des millénaires d'histoire. Et maintenant, une nouvelle narration s'écrivait dans ces pierres ancestrales, non pas avec de l'encre, mais avec des expériences défiant la logique. Pouvez-vous imaginer être au cœur de quelque chose qui transcende la compréhension humaine? À cet instant précis, alors qu'il arpentait le plateau désert avant l'arrivée de l'équipe, Gibson réalisa qu'il avait entrepris quelque chose de bien plus grand qu'un simple film. La lumière du matin filtrait à travers les ruines antiques, créant sur les murs des motifs qui ressemblaient à d'anciens symboles, des messages codés venus d'un autre plan. « Qu'est-ce que nous faisons vraiment ici » murmura-t-il pour lui-même, sa voix résonnant faiblement parmi les pierres centenaires. C'est alors que cela arriva pour la première fois. Un vent soudain et inexplicable, par une journée sans brise, portait avec lui un arôme que personne ne parvenait à identifier, un mélange d'encens, de myrrhe et d'une fragrance jamais ressentie auparavant. Les pages du scénario qu'il tenait se retournèrent d'elles-mêmes, s'arrêtant exactement sur la scène de la transfiguration. Croyez-vous aux coïncidences? Gibson n'y croyait plus. Pas après ce jour. 1 heure plus tard, lorsque Jim Caviezel arriva sur le plateau, quelque chose en lui avait changé. Ses yeux, d'un bleu habituellement éclatant, semblaient plus profonds, comme s'ils avaient été témoins d'événements dépassant le temps. Il s'avança vers Gibson avec une démarche assurée, mais une légèreté dans ses mouvements semblait défier la gravité. « Nous devons parler », dit Caviezel d'une voix calme mais chargée d'urgence. Quelque chose se passe. Quelque chose que nous ne pouvons ignorer. Ainsi commença ce que la presse n'a jamais su, ce dont les fans ne firent que spéculer, et ce qui resta un secret jalousement gardé par ceux qui furent présents lors du tournage de cette œuvre qui dépassait le simple divertissement. Êtes-vous prêt à entendre ce que les murmures dans les coulisses d'Hollywood ont tenté de faire taire pendant des années? Préparez-vous, car il existe des vérités qui, une fois révélées, ne vous laissent plus jamais inchangés. La salle était plongée dans le silence lorsque Jim Caviezel commença à raconter son histoire. Seules 5 personnes étaient présentes, Gibson, 2 producteurs exécutifs, le directeur de la photographie et un consultant religieux spécialement invité pour le projet. Les rideaux étaient tirés, non par paranoïa, mais par révérence pour ce qui allait être partagé. Tout a commencé par des rêves, expliqua Caviezel, ses mains légèrement tremblantes tenant une tasse de thé restée intacte. Des rêves si vivaces qu'au réveil, je pouvais sentir la poussière de Jérusalem, ressentir la chaleur du soleil de Judée sur ma peau. Pouvez-vous percevoir la différence entre un rêve ordinaire et quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche l'âme? Jim le percevait, et cette prise de conscience changea tout. La 3e nuit, continua-t-il, ce n'était pas seulement un rêve. J'étais éveillé, en train de préparer les scènes du lendemain, lorsque l'air dans ma chambre a changé. Il devint plus dense, comme si le temps se ralentissait. Gibson se pencha en avant, ses yeux ne quittant pas le visage de Caviezel. Et puis j'ai vu. Pas avec mes yeux physiques, comprenez-vous? C'était comme si ma conscience avait été transportée. J'étais là, vraiment là, observant des événements datant de 2000 ans. Un frisson parcourut la salle. Ce n'était pas seulement le scepticisme qui planait dans l'air, mais une tension différente,
celle qui surgit lorsque le voile entre le connu et l'inconnu devient soudainement trop mince. Au début, je pensais que c'était simplement mon immersion dans le rôle. Nous, les acteurs, nous perdons parfois dans nos personnages. Caviezel esquissa un léger sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Mais ensuite, les incidents sur le plateau commencèrent. Les incidents. Vous avez sûrement entendu des rumeurs, n'est-ce pas? Des éclairs frappant le plateau par temps clair. Des caméras capturant des silhouettes que personne d'autre n'avait vues pendant le tournage. Des membres de l'équipe relatant des expériences défiant toute explication. Mais ce qui fut gardé secret allait bien au-delà de cela. Pendant la scène dans le désert, lorsque les tentations étaient filmées, poursuivit Caviezel d'une voix presque chuchotée, j'ai ressenti une présence. Ce n'était pas hostile, mais c'était ancien, puissant. Et quand j'ai regardé les moniteurs ensuite, il y avait quelque chose dans l'ombre derrière moi. Quelque chose que personne sur le plateau n'avait vu pendant l'enregistrement. Le directeur de la photographie, un homme pragmatique ayant travaillé sur des dizaines de grandes productions, s'éclaircit la gorge nerveusement. Nous avons examiné toutes les séquences, confirma-t-il. Il n'y avait ni trucage de lumière, ni erreur de caméra. Ce qui était là, était bel et bien là. Puis vint le récit qui brisa enfin le silence de Gibson. Il y a 2 nuits, déclara Caviezel en prenant enfin une gorgée du thé désormais froid, j'ai reçu une visite. Le consultant religieux, qui était resté silencieux jusque-là, se redressa dans sa chaise. Ses yeux, derrière une paire de lunettes simples, trahissaient un mélange de prudence et de fascination. « Quel genre de visite, Jim ?» demanda Gibson, sa voix contrôlée mais tendue. 3 figures. D'abord, j'ai cru qu'il s'agissait de membres de l'équipe, mais la manière dont la lumière semblait émaner d'eux, sans se refléter sur eux. Ils me parlèrent dans une langue que je n'avais jamais apprise, et pourtant, je la compris parfaitement. Pouvez-vous imaginer le poids de cet instant, le moment où l'impossible devient indéniable? C'est cet instant qui changea à jamais la vision de Mel Gibson. Et qu'ont-ils dit? Demanda l'un des producteurs, la voix trahissant l'émerveillement qu'il tentait de dissimuler. Caviezel regarda Gibson droit dans les yeux avant de répondre. Ils m'ont dit que ce film n'était pas seulement un film. Que certaines histoires, lorsqu'elles sont racontées avec suffisamment de vérité, déchirent le voile entre les mondes. Et que des forces, à la fois bienveillantes, autres, étaient conscientes de ce que nous faisions. Le silence qui suivit fut aussi épais que le brouillard d'une matinée hivernale. Personne n'osa le rompre, comme si le briser équivalait à profaner quelque chose de sacré. Enfin, Gibson parla, ses mots lourds comme d'antiques pierres. Cela explique ce que j'ai trouvé ce matin. Tous les regards se tournèrent vers lui alors qu'il retirait un objet de la poche de sa veste, un petit artefact enveloppé dans un tissu simple. Avec une précaution quasi révérencieuse, il le déposa sur la table et déplia le tissu. Là, baigné dans la douce lumière de la pièce, se trouvait un objet que personne ne parvenait à identifier. Il paraissait à la fois ancien et impossible, du métal et quelque chose d'autre, entremêlé dans un motif qui embrouillait le regard lorsqu'on le fixait trop longtemps. C'était dans ma chambre lorsque je me suis réveillé. Personne n'est entré pendant la nuit. J'ai vérifié les images de vidéosurveillance. Ressentez-vous maintenant ce frisson le long de votre colonne vertébrale? C'est ainsi que tout commence, quand le monde que vous connaissez montre ses fissures. À travers elles, des aperçus de quelque chose de bien plus grand commencent à se dévoiler. Ceci, dit Gibson, n'est que le commencement. Et il avait raison. Terriblement raison. Le 3e jour de tournage après cette réunion se transforma en ce que l'équipe appellera plus tard le jour du voile. Ce fut le moment où le monde prit conscience que quelque chose d'extraordinaire se produisait, même si les explications officielles tentaient de dissimuler la vérité. Avez-vous déjà ressenti cette électricité dans l'air avant une grande tempête? Cette sensation que des molécules invisibles dansent autour de vous, chargées de potentiel? Tel fut le ressenti tout au long de la matinée sur le plateau. Le matériel électronique dysfonctionnait de manière erratique. Les boussoles tournaient follement. Les animaux locaux, chiens, oiseaux, et même les chevaux utilisés pour le tournage semblaient agités, comme s'ils percevaient quelque chose que les humains ne pouvaient voir. « Ça devient plus fort », murmura Caviezel à Gibson alors qu'il se préparait pour la scène de la transfiguration. « Tu le sens ?» Gibson acquiesça simplement. Les mots semblaient insuffisants face à ce qui se déroulait autour d'eux. La scène nécessitait des effets spéciaux élaborés, des projecteurs et des tissus spéciaux qui réfléchissaient la lumière d'une manière précise. Tout était prêt,
répété, planifié dans les moindres détails. Mais ce qui se produisit lorsque les caméras commencèrent à tourner dépassa toute planification humaine. « Action !» cria Gibson, et le monde autour d'eux sembla retenir son souffle. Caviezel, positionné au centre du plateau, ferma brièvement les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, quelque chose avait changé. Ce n'était pas du jeu d'acteur, du moins, pas celui enseigné dans les écoles de théâtre. D'abord, il y eut la lumière. Des témoins rapportèrent plus tard que les projecteurs n'avaient même pas été allumés lorsque Caviezel commença à émettre une lueur subtile. Les techniciens d'éclairage échangèrent des regards perplexes. Personne n'avait encore activé les équipements. « Continuez à filmer », ordonna Gibson d'une voix rauque. La température sur le plateau chuta brusquement. Des membres de l'équipe rapportèrent avoir vu leur propre souffle dans l'air, malgré la chaleur étouffante de l'Italie estivale à l'extérieur. Puis vint un bourdonnement bas et constant, semblant provenir de partout et de nulle part à la fois. Croyez-vous au moment où la réalité semble se plier? Aux instants où l'impossible devient tangible? C'est exactement ce qui se produisit sur ce plateau, devant 50 personnes qui, plus tard, peinèrent à trouver les mots pour décrire ce qu'elles avaient vu. Caviezel resta au centre de cette anomalie pendant exactement 7 minutes, temps enregistré par des caméras qui, miraculeusement, continuèrent de fonctionner alors que tout le reste de l'équipement électronique échouait. 7 minutes durant lesquelles il semblait à la fois présent et absent, comme s'il existait sur 2 plans simultanément. Lorsque Gibson parvint enfin à dire « Coupé », sa voix était étranglée par l'émotion. Un silence profond s'installa sur le plateau, un silence qui suit les événements sacrés ou cataclysmiques. Personne n'osa bouger, de peur de rompre un enchantement invisible. C'est alors qu'un assistant de production prit finalement la parole, sa voix tremblante. « Vous, avez-vous vu ces personnes autour de lui ?» Gibson se tourna lentement. « Quelles personnes ?» Il y avait des silhouettes. 3 d'entre elles. Autour de Jim. Vous ne les avez pas vues? La moitié de l'équipe acquiesça lentement. L'autre moitié semblait perplexe, scrutant autour d'elle comme si elle avait perdu quelque chose d'important. Plus tard, lorsque les images de ce jour furent visionnées, le mystère se fit encore plus profond. Les caméras avaient capturé quelque chose d'inexplicable, non pas des silhouettes nettes, mais des distorsions de lumière, des motifs qui semblaient presque intelligents. Des spécialistes des effets visuels, consultés discrètement par la suite, confirmèrent. Ce n'était pas le résultat d'un défaut technique ou d'un jeu de lumière. Pouvez-vous imaginer l'impact de faire face à quelque chose qui défie toutes vos croyances sur le fonctionnement du monde? C'est comme se tenir devant un abîme dont vous ignoriez l'existence, un abîme qui reflète vos peurs et vos espoirs les plus profonds. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Gibson affronta cet abîme lorsque Caviezel frappa à sa porte, pâle comme s'il avait vu un fantôme, dirait-on. Mais ce qu'il avait vécu dépassait de loin cette description. « Ils m'ont montré », déclara Caviezel en entrant sans attendre d'invitation. Ses mains tremblaient tant que Gibson le guida doucement vers une chaise. « Qu'est-ce qu'ils t'ont montré, Jim ?» demanda Gibson en lui servant un verre d'eau, que Caviezel refusa. « Le voile. Ce qui se trouve au-delà. Pourquoi ce film est différent de tous ceux qui ont été réalisés ?» Caviezel plongea son regard dans celui de Gibson. « Nous ne racontons pas seulement une histoire, Mel. Nous ouvrons une porte. » Gibson s'assit lentement sur le bord du lit, le poids de ses mots pesant sur lui comme une gravité accrue. « Et qu'y a-t-il de l'autre côté de cette porte ?» demanda-t-il, une partie de lui redoutant la réponse. Caviezel esquissa alors un sourire qui n'appartenait pas entièrement à ce monde. « Tout, répondit-il. Absolument tout ce que nous avons toujours cherché à comprendre. Avez-vous déjà connu ce moment de clarté cristalline où des motifs jusqu'alors invisibles se révèlent soudainement? » Gibson lut à cet instant. Toutes les occurrences étranges, les accidents, sur le plateau, ces coïncidences impossibles qui avaient marqué la production dès le premier jour, tout faisait partie d'un schéma plus grand. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-il finalement. « Finir ce que nous avons commencé », répondit simplement Caviezel. Mais en ayant pleinement conscience de ce qui est réellement en jeu. Lorsque Caviezel quitta la pièce cette nuit-là, Gibson resta éveillé jusqu'à l'aube, contemplant l'énigmatique artefact qu'il avait découvert et écrivant frénétiquement dans un carnet qui, des années plus tard, deviendrait le document le plus recherché et redouté dans certains cercles d'Hollywood. Et tandis que l'aube succédait à la nuit, une certitude grandissait en lui. Rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant après ce film. Le ressentez-vous aussi?
Cette impression que certaines histoires sont des portails, que certaines vérités, une fois révélées, modifient la fréquence à laquelle votre âme vibre. La porte avait été ouverte, et ce qui la traversait ne faisait que commencer à se dévoiler. Il existe des secrets qui pèsent sur l'âme comme des ancres. Avez-vous déjà porté un fardeau pareil? Une connaissance si profonde qu'elle semble vous déchirer de l'intérieur sous la pression de sa vérité. 4 semaines après l'incident sur le plateau, la production du film se poursuivait, mais dans une atmosphère nouvelle. Superficiellement, c'était un plateau comme un autre, des techniciens ajustant les lumières, des maquilleurs retouchant les acteurs, des assistants courant avec du café et des pages de scénario. Mais pour ceux qui savaient observer, quelque chose d'autre se déroulait dans les couches sous-jacentes de la réalité. Gibson avait mis en place un système de sécurité non officiel. Des caméras supplémentaires que personne ne remettait en cause. Des enregistreurs dissimulés au point névralgique du tournage. Un petit groupe de confiance se réunissait chaque nuit non seulement pour visionner les prises du jour, mais aussi pour examiner ces enregistrements supplémentaires, à la recherche de preuves qu'il n'était pas seul sur ce projet. C'est comme si le plateau lui-même était vivant, commenta le directeur de la photographie lors d'une de ces réunions nocturnes. Les ombres se déplacent là où elles ne devraient pas. Des lumières apparaissent dans les images où nous n'avions pas placé de source lumineuse. Caviezel restait étrangement calme durant ces discussions, comme s'il avait déjà accepté quelque chose que les autres peinaient encore à comprendre. « Vous cherchez des preuves au mauvais endroit », dit-il finalement, après une séance particulièrement frustrante. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons voir ou enregistrer. Il s'agit de ce qui se passe en nous. Gibson le regarda longuement avant de poser la question qui le tourmentait depuis des semaines. « Est-ce qu'il continue de te rendre visite ?» Caviezel acquiesça simplement, d'un mouvement presque imperceptible. « Et que te montre-t-il » insista le consultant religieux, sa voix tremblante, ses yeux enfoncés comme si le poids de cette connaissance érodait sa substance physique. « Des couches superposées », répondit Caviezel après une longue pause. « Des réalités coexistantes. Et des fenêtres. » « Des fenêtres » réitéra Gibson. « Des moments où les plans se touchent. Lorsque ce que nous appelons miracles ou événements surnaturels ne sont que des intersections. Pouvez-vous imaginer cela? Plusieurs plans d'existence, tels des pages transparentes d'un livre empilé, généralement séparés par un espace imperceptible, mais qui se touchent parfois pour créer quoi exactement? Et ce film? Commença Gibson, hésitant. C'est l'une de ces fenêtres, acheva Caviezel. Où il le deviendra, une fois terminé. Ils l'attendent avec impatience. Un silence lourd s'installa sur le petit groupe. L'implication était à la fois glorieuse et terrifiante. Ils étaient en train de créer plus qu'un film. Ils construisaient un véritable portail. Le lendemain matin, un incident survint qui faillit mettre fin à la production. Vous avez probablement entendu la version officielle. Une défaillance technique, une tempête inattendue, quelques blessures légères. La vérité était bien plus perturbante. La scène filmée était apparemment simple, un moment de réflexion, sans effets spéciaux élaborés. Caviezel se trouvait seul, la caméra étant réglée pour un gros plan. Gibson donna le signal habituel. Action. Ce qui se passa ensuite fut capté par 17 caméras différentes, y compris du matériel personnel appartenant aux membres de l'équipe, qui fut ensuite confisqué. Le sol se mit à vibrer. D'abord de manière subtile. Beaucoup crurent qu'il s'agissait d'un tremblement de terre naturel, chose assez courante dans la région. Mais ensuite, la vibration prit un rythme précis, comme si elle était intentionnelle. Les lumières du plateau clignotèrent 3 fois avant de s'éteindre complètement. Les générateurs de secours tombèrent en panne. Et dans cette obscurité soudaine, quelque chose arriva à Caviezel. Des témoins rapportèrent que, même dans le noir total, ils pouvaient distinguer sa silhouette comme s'il émettait une douce luminescence. Puis la vibration du sol s'intensifia, et une rafale de vent surgit à l'intérieur d'un studio fermé, assez puissante pour renverser le matériel et forcer les personnes à s'accrocher aux structures afin de ne pas tomber. Au cœur de ce chaos, Caviezel resta immobile, apparemment indemne de la tempête qui faisait rage autour de lui. Et il n'était plus seul. Croyez-vous aux visions collectives? Au moment où plusieurs personnes, simultanément et indépendamment, sont témoins du même phénomène inexplicable? Il y avait des figures autour de lui, raconta plus tard un opérateur de caméra, sa voix légèrement tremblante. Pas exactement des personnes, mais plutôt des présences. Des formes que je pouvais percevoir, mais dont je ne parvenais pas à distinguer clairement les contours.
Lorsque les lumières revinrent finalement, 67 secondes plus tard, selon les caméras de sécurité extérieures, Caviezel était à genoux, épuisé. Les figures, si elles avaient réellement existé, avaient disparu. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Le plateau était recouvert d'une substance étrange, une sorte de sable qui émettait une faible lueur et semblait s'évaporer au contact. Des analyses réalisées ultérieurement par un laboratoire en Suisse ne purent identifier sa composition. Et il y avait les marques. Des motifs géométriques complexes imprimés sur le sol du studio, comme brûlés dans la surface. Des motifs qu'examineraient pendant des mois des experts en mathématiques avancées et en linguistique ancienne, découvrant d'étranges similitudes avec des symboles provenant de civilisations séparées par des milliers d'années et de kilomètres, sans qu'il n'y ait jamais eu de contact entre elles. « Il faut arrêter », suggéra l'un des producteurs exécutifs ce soir-là, lors d'une réunion d'urgence. « Cela dépasse le contrôle de quiconque. » Gibson resta silencieux pendant longtemps, fixant Caviezel dont l'attitude semblait étrangement paisible malgré les événements de la journée. « Nous ne pouvons pas arrêter », finit par dire Caviezel. « Il ne le permettrait pas. »« Il » demanda le producteur, d'une voix mêlée de peur et de frustration. « Qui sont exactement eux? Jim? Des anges? Des démons? Des extraterrestres? À quoi sommes-nous réellement confrontés ?» Caviezel esquissa un sourire, ce même sourire inquiétant qui ne semblait pas tout à fait appartenir à ce monde. « Des messagers, répondit-il simplement. Des gardiens du voile. Et le voile s'amincit de jour en jour. Avez-vous déjà ressenti cette certitude profonde que vous assistez à quelque chose qui va changer le cours de votre vie? C'est ce que ressentit Gibson à cet instant. Et il prit une décision qui allait tout changer. « Nous continuons, déclara-t-il fermement, mais avec de nouvelles précautions. » Les précautions dont il parla furent mises en place le lendemain matin. Des experts en domaines ésotériques furent discrètement invités sur le plateau, des érudits en théologie antique, des physiciens théoriciens spécialisés en théorie des cordes et en dimensions parallèles, voire des praticiens de traditions spirituelles millénaires. Alors que la production du film suivait son cours apparemment normal, une opération parallèle se mettait en place dans l'ombre, une tentative de comprendre, de documenter et peut-être de contrôler ce qui se passait. « Nous réalisons un film », expliqua Gibson au petit groupe d'experts, « mais quelque chose d'autre se crée à travers nous. » Ainsi, le projet acquit une double dimension, l'histoire que le monde verrait sur grand écran, et l'histoire cachée que peu auraient le privilège de vivre directement, mais dont les effets résonneraient bien au-delà des limites du cinéma. Au cœur de ce tourbillon se tenait Caviezel, de plus en plus transformé par des expériences se déroulant hors caméra. Son comportement sur le plateau était irréprochable, professionnel, concentré, présent. Mais ceux qui l'entouraient remarquaient de subtils changements. Sa tendance à répondre à des voix que personne d'autre n'entendait, le suivi par ses yeux de mouvements invisibles dans l'air, ou encore le fait qu'il s'exprimait parfois dans des langues que des experts identifieraient plus tard comme des variantes de l'araméen ancien que nul être vivant ne devrait connaître. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsqu'une personne sert de pont entre les mondes? Quel prix un tel rôle exige-t-il de l'âme? Lors d'une nuit particulièrement tendue, Gibson trouva Caviezel seul sur un plateau abandonné, murmurant intensément à un espace apparemment vide devant lui. « Jim » appela doucement Gibson, hésitant à interrompre ce qui semblait être une conversation profonde. Caviezel se tourna lentement, ses yeux prenant un instant pour se fixer sur Gibson. « Il commence à perdre patience, dit-il simplement. « Pourquoi? Pour le temps que cela prend. Le portail doit s'ouvrir avant que... » Caviezel s'interrompit soudainement, comme s'il avait trop parlé. « Avant quoi, Jim ?» insista Gibson, un frisson parcourant sa colonne vertébrale. Caviezel le regarda avec une compassion presque surnaturelle. « Avant que l'opportunité ne s'échappe. Il y a des fenêtres cosmiques, Mel, des moments où il est possible de restaurer l'équilibre. Et ce moment approche à grands pas. » Et avec ces mots énigmatiques, le mystère se fit encore plus profond, emmenant l'équipe vers un territoire encore plus inconnu, un territoire où la frontière entre création artistique et manifestation surnaturelle devenait de plus en plus ténue. Ce que personne ne réalisa alors, c'est que le véritable catalyseur des événements à venir ne se trouvait ni sur le plateau, ni dans les phénomènes étranges observés jour après jour. Il était consigné dans le carnet silencieux que Gibson gardait jalousement dans sa chambre d'hôtel, un registre qui deviendrait à la fois une bénédiction et une malédiction pour ceux qui en découvriraient l'existence. Le monde au-delà du voile a ses propres schémas, ses propres lois.
Pensez-vous comprendre comment fonctionne la réalité? Imaginez découvrir que tout ce que vous connaissez n'est que l'ombre projetée d'une dimension bien plus complexe. À la 5e semaine de tournage, les événements surnaturels avaient instauré une étrange normalité. L'équipe principale, ceux qui savaient, avaient élaboré des protocoles non officiels pour faire face aux occurrences toujours plus fréquentes. Fluctuations inexplicables de température, motifs lumineux apparaissant spontanément dans les enregistrements, voix captées sur des enregistrements que personne n'avait prononcés pendant le tournage. C'est comme si nous filmions deux histoires simultanément, observa le directeur de la photographie en révisant les séquences de la veille. Celles que nous créons consciemment et celles qui se manifestent à travers notre travail. Gibson acquiesça en silence. Son carnet d'observation était devenu plus volumineux, rempli non seulement d'observations sur ces phénomènes, mais aussi de schémas complexes et de transcriptions des étranges messages apparaissant sur les enregistreurs, dans les motifs de poussière sur le plateau, voire dans l'arrangement accidentel d'objets qui, vus sous un certain angle, formaient des symboles reconnaissables. Caviezel, quant à lui, semblait de plus en plus détaché du monde ordinaire. Sa performance devant la caméra était transcendante. Même les techniciens les plus sceptiques admettaient qu'il dégageait quelque chose d'hypnotique, voire de surnaturel. Mais entre les prises, il paraissait exister dans un état intermédiaire, comme si une partie de lui habitait un autre plan. C'est lors du tournage d'une scène apparemment simple que se produisit ce que l'équipe nommera plus tard la convergence. Pouvez-vous imaginer être témoin de l'impossible se déployer devant vos yeux, en sachant que personne en dehors de votre cercle intime ne croira ce que vous avez vu? La scène impliquait un monologue, un moment de réflexion qui, dans le scénario original, n'avait rien d'extraordinaire. Les caméras étaient en place, l'éclairage ajusté avec précision, et le plateau était plongé dans un silence absolu lorsque Gibson donna le signal habituel. Action. Caviezel ferma les yeux brièvement. Lorsqu'il les rouvrit, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement son expression ou sa posture, c'était comme si quelque chose de fondamental en lui avait été altéré. Il se mit à parler, mais pas avec les mots du scénario. Ce qui sortait de ses lèvres était une langue ancienne que peu dans la pièce reconnurent, une variante de l'araméen si ancienne que les experts consultés par la suite furent stupéfaits par son authenticité et par ses nuances dialectales qu'aucun érudit moderne ne devrait connaître. Et alors, devant les caméras et une équipe paralysée, l'air autour de Caviezel se mit à se plier. Il n'existe pas d'autre mot pour décrire ce phénomène. C'était comme si la structure même de l'espace se courbait, créant une distorsion visuelle défiant toute logique. « Continuez à filmer », murmura Gibson, sa voix presque inaudible dans la tension du moment. Dans cette distorsion, des formes commencèrent à se solidifier, non pas entièrement physiques, mais plus substantielles que de simples ombres ou reflets. 3 figures, exactement comme Caviezel les avait décrites dans ses récits antérieurs, apparurent partiellement devant tous. Avez-vous déjà ressenti le temps ralentir jusqu'à presque s'arrêter? C'est ce qui se passa sur ce plateau. Les horloges enregistrèrent plus tard que le phénomène dura exactement 7 minutes, mais pour ce présent, il sembla à la fois un instant et une éternité. Les figures ne parlèrent pas, du moins, pas de manière audible pour des oreilles humaines. Mais quelque chose fut communiqué. Dans son état altéré, Caviezel semblait être en profonde communion avec ses présences, son visage alternant entre des expressions d'émerveillement, de compréhension et parfois d'une terreur quasi sacrée. Lorsque la distorsion se dissipa enfin et que les figures disparurent, Caviezel tomba à genoux, épuisé mais conscient. Le silence sur le plateau était tel que le bruit de sa respiration lourde résonnait comme le tonnerre. « Coupé !» dit enfin Gibson, d'une voix étonnamment calme face à l'extraordinaire spectacle auquel il venait d'assister. Les heures qui suivirent furent empreintes d'une activité frénétique. Les séquences furent immédiatement isolées, copiées sur divers supports et stockées dans différents endroits. L'équipe technique travailla sans relâche pour analyser ce qui avait été capturé, tandis que Gibson et un petit groupe se réunissaient avec Caviezel dans une chambre d'hôtel isolée. « Qu'est-ce qui s'est exactement passé là-bas, Jim ?» demanda Gibson une fois qu'ils se sentirent en sécurité. Caviezel, toujours pâle mais étrangement énergisé, regarda chaque personne présente avant de répondre. La convergence a commencé. Ce que nous filmons résonne à travers les plans. Cela crée des harmoniques. Le physicien théoricien que Gibson avait intégré à l'équipe se pencha, intrigué. Comme des ondes stationnaires, des interférences entre dimensions. Caviezel acquiesça lentement. C'est une métaphore appropriée. Les histoires que nous racontons ont du pouvoir.
Certaines histoires possèdent un tel pouvoir qu'elles créent des replis dans la réalité. Et les figures, demanda le consultant religieux, la voix tremblante. Étaient-elles des gardiens, répondit simplement Caviezel. Des observateurs sur le seuil. Ils existent pour surveiller les frontières entre les mondes. Et ils se sont laissés voir, conclut Gibson, la compréhension se lisant sur son visage. Ils se sont permis d'être capturés par les caméras. Pourquoi? Caviezel fixa Gibson droit dans les yeux, révélant une compréhension qui transcendait l'ordinaire. Parce qu'ils veulent que nous sachions qu'ils sont là, qu'ils ont toujours été là, que les voiles sont plus fins que nous ne l'imaginons, et que certaines histoires ouvrent des portes. Pouvez-vous imaginer que certaines vérités sont simplement trop immenses pour être contenues? Qu'elles débordent les récipients censés les contenir? Dans les jours qui suivirent, la production se poursuivit dans une atmosphère quasi religieuse. Même ceux qui n'avaient pas été témoins directs de la convergence ressentaient qu'un changement fondamental s'était opéré. L'air même sur le plateau semblait chargé de possibilités, tel le calme avant une grande tempête. Gibson renforça les protocoles de sécurité autour du tournage. Des copies des enregistrements les plus significatifs furent envoyées dans des coffres situés sur 3 continents différents. Son carnet reçut un supplément, un petit appareil d'enregistrement qu'il portait constamment, dans lequel il consignait ses observations, ses théories, et de plus en plus, les rêves vivaces qui le hantaient chaque nuit. Ils essaient de nous montrer quelque chose, déclara-t-il à Caviezel lors d'un moment rare en tête-à-tête. À travers ce film, à travers toi, à travers ces événements, un message est en train d'être transmis. Caviezel esquissa un sourire, ce sourire qui ne lui appartenait pas entièrement. Ce n'est pas un message, mais c'est un éveil. À mesure que la production approchait de sa conclusion, les événements surnaturels ne faiblissaient pas, au contraire, ils s'intensifiaient. C'était comme si le film lui-même était devenu un aimant, attirant des phénomènes venus d'au-delà du voile avec une intensité croissante. Des membres de l'équipe rapportaient des rêves partagés, des expériences oniriques identiques survenant simultanément chez des personnes qui ne s'étaient jamais parlé. Des objets apparaissaient et disparaissaient sur le plateau sans explication. Et les motifs, ces étranges symboles géométriques, commencèrent à se manifester spontanément sur diverses surfaces du studio. Condensation sur des miroirs, enchevêtrement de câbles sur le sol, voire sur des photographies prises pour documenter le projet. C'est comme si nous étions marqués, observa le directeur de la photographie en montrant à Gibson comment le même symbole était apparu à 12 endroits différents au cours des dernières 24 heures. On ne nous marque pas, corrigea doucement Caviezel. Nous sommes en phase. Pouvez-vous imaginer que la réalité que nous percevons n'est qu'une fréquence spécifique sur un spectre bien plus vaste? Et si nous pouvions, en ajustant notre conscience, percevoir d'autres fréquences, d'autres plans? Au cours de l'avant-dernière semaine de tournage, Gibson rassembla l'ensemble de l'équipe principale. Ce qui avait commencé comme un projet cinématographique ambitieux s'était transformé en quelque chose qui transcendait les catégories connues. Ce que nous avons capturé ici, dit-il en désignant les multiples copies de sauvegarde des enregistrements, va bien au-delà du cinéma. Nous documentons quelque chose que la plupart qualifieraient d'impossible. Et que faisons-nous de cela? Demanda l'un des producteurs, question qui hantait l'esprit de chacun. Gibson regarda Caviezel avant de répondre, cherchant une confirmation silencieuse. Nous terminons le film comme prévu, répondit-il finalement. Mais la véritable archive, l'épreuve de ce qui s'est réellement passé ici, restera scellée. Jusqu'au moment venu. Et comment saurons-nous quand ce moment sera arrivé? Demanda le consultant religieux. Gibson toucha son carnet, celui qu'il ne quittait presque jamais. Ils nous le diront, répondit-il simplement. Ainsi, alors que le projet touchait à sa fin, une vérité se cristallisait pour ceux qui y participaient. Le film que le monde verrait finalement n'était que la surface de quelque chose de bien plus profond. Un événement qui avait déchiré les voiles entre les mondes et permis d'entrevoir des réalités au-delà de la compréhension humaine ordinaire. Pour Gibson, Caviezel et le petit cercle partageant ce savoir secret, la question n'était plus de savoir si d'autres plans de réalité existaient, mais ce que signifiait avoir la certitude absolue de leur existence. Et quelle responsabilité ils avaient désormais. Le voile avait été levé, ne serait-ce que brièvement. Et ceux qui se trouvaient de l'autre côté transformeraient à jamais ceux qui auraient eu le courage de regarder. Il existe des vérités qui modifient la fréquence à laquelle votre âme vibre. L'avez-vous déjà ressenti? Cette sensation qu'une découverte a fondamentalement altéré votre perception de la réalité?
comme si un instrument de musique venait d'être accordé sur une nouvelle gamme. Au fil des années qui suivirent la conclusion de ce film extraordinaire, le monde ne vit que la surface. Une œuvre cinématographique puissante qui suscita des réactions intenses, des débats passionnés, de l'admiration et de la controverse. Mais vous, qui avez suivi ce récit jusqu'à la fin, savez désormais qu'il existait des couches plus profondes, invisibles aux yeux non avertis. Le véritable héritage de ce qui se passa sur ce plateau italien resta caché au public, gardé jalousement par un petit cercle de personnes qui avaient été témoins de l'impossible et dont la vision de la réalité avait été irrévocablement transformée. Gibson tint sa promesse. Le film fut diffusé comme prévu, sans aucune mention des occurrences surnaturelles qui avaient ponctué sa production. Dans les interviews, il parlait avec éloquence des défis techniques, des choix artistiques, de la vision qui présidait au projet, mais jamais des présences qui s'étaient manifestées, des phénomènes inexplicables, de la convergence entre les plans qu'ils avaient observés. Quant à Caviezel, il émergea de cette expérience profondément changée. Ceux qui l'entouraient remarquaient en lui une présence différente, une intensité contemplative, une perception qui semblait s'étendre au-delà de l'immédiat. Dans de rares interviews où il osait aborder le sujet, il s'exprimait en termes soigneusement voilés. Il existe des dimensions dans l'expérience humaine que nous reconnaissons rarement, disait-il, ses yeux trahissant bien plus que ses mots choisis. Des moments où le voile se fait mince. Pouvez-vous imaginer porter une vérité aussi extraordinaire et devoir la garder en silence? Connaître des aspects de la réalité défiant la compréhension commune et devoir naviguer dans un monde ignorant ses dimensions plus profondes? 3 ans après la sortie du film, Gibson finalisa le document qu'il avait entamé lors de la production, un manuscrit remarquable compilant non seulement ses observations sur les phénomènes surnaturels, mais aussi ses réflexions sur leurs implications plus vastes. Une œuvre qu'il nomma simplement « Le Registre ». Ce n'est pas destiné à être publié, expliqua-t-il au petit groupe qui se réunissait périodiquement, unis par l'expérience commune qui les avait transformés. C'est un témoignage. Pour ceux qui, un jour, seront prêts. Le manuscrit, protégé par des mesures de sécurité rivalisant avec celles des documents gouvernementaux classifiés, contenait des transcriptions détaillées des messages reçus lors de la convergence, des analyses des symboles mystérieux apparus spontanément pendant la production, et quelque chose d'encore plus extraordinaire, une carte. Non pas une carte géographique dans le sens habituel, mais un diagramme complexe semblant représenter des intersections entre différents plans de réalité, des points où le voile entre les mondes devient particulièrement mince, permettant une communication plus directe avec ce qui se trouve au-delà. Ils nous l'ont donné, expliqua Gibson, en se référant aux présences qui s'étaient manifestées durant le tournage. Non pas en une fois, mais en fragments, comme des pièces d'un puzzle. Pouvez-vous ressentir le poids de tout cela? La responsabilité de détenir un savoir qui pourrait fondamentalement altérer la compréhension humaine de la réalité? La carte indiquait 12 emplacements dans le monde, des points précis où, sous des conditions spécifiques, la convergence entre les plans pouvait être observée, voire facilitée. Des lieux où l'impossible devenait possible, où les lois conventionnelles de la physique semblaient se plier devant des lois plus profondes et fondamentales. Que devons-nous en faire? Demanda le consultant religieux, sa voix trahissant l'émerveillement partagé par tous face à cette révélation. Gibson regarda Caviezel, qui était resté silencieux durant toute la présentation, ses yeux fixés sur la carte avec une expression de reconnaissance. « Tu connaissais déjà ces lieux », déclara Gibson, non pas en guise d'accusation, mais comme une simple constatation. Caviezel hocha lentement la tête. « Ils me les ont montrés, lors des visites. » « Et quel en était le but ?» demanda le physicien théoricien en traçant du doigt les motifs géométriques reliant les 12 points de la carte. « L'équilibre » répondit simplement Caviezel. « Ces points sont des ancres, des connexions entre les plans qui aident à maintenir l'intégrité de la réalité. »« Et le film ?» demanda Gibson, la question hantant son esprit depuis des années. Quel était le véritable objectif de notre participation à tout cela? Caviezel parcourut la pièce du regard avant de répondre, ses yeux révélant ce mélange étrange de présence et d'absence qui était devenu sa marque de fabrique. La documentation, dit-il enfin, et l'éveil. Ils avaient besoin que nous sachions, que nous commencions à voir. Voir quoi? Insista le directeur de la photographie. Que nous n'avons jamais été seuls, répondit Caviezel. Que la réalité est bien plus vaste, bien plus complexe que notre perception limitée ne peut le saisir. Et que des temps nouveaux arrivent, des temps où cette compréhension sera cruciale.
Ressentez-vous maintenant ce frisson parcourir votre échine? Cette sensation que certaines vérités sont trop immenses pour être entièrement assimilées d'un seul coup? Au fil des années, les membres de ce petit cercle prirent des chemins apparemment différents, mais restèrent liés par une compréhension partagée qui transcendait les mots. Parfois, ils se réunissaient dans des lieux discrets pour partager leurs observations et expériences, pour mettre à jour le registre, avec de nouvelles révélations, de plus en plus, pour discuter des signes. Car les signes s'intensifiaient. Les mêmes symboles qui étaient apparus spontanément lors de la production se manifestaient désormais dans des lieux éloignés, dans des formations nuageuses photographiées sur différents continents, dans des motifs découverts sur des sites archéologiques récemment exhumés, voire dans des agencements moléculaires observés par des physiciens étudiant des phénomènes quantiques. C'est comme si tout s'accélérait, observa Gibson lors d'une de ces réunions, 7 ans après la sortie du film. La fréquence des événements, l'intensité des signes. Caviezel, qui apparaissait désormais rarement en public et préférait une existence plus contemplative, acquiesça gravement. Le voile s'amincit aux 12 points, confirma-t-il. Il prépare ceux qui peuvent écouter. Préparer pourquoi? Demanda le consultant religieux, l'appréhension perçue dans sa voix. Caviezel regarda par la fenêtre avant de répondre, ses yeux fixés sur quelque chose qui semblait exister au-delà de l'horizon visible. Pour le moment où la séparation entre les plans ne sera plus nécessaire, déclara-t-il enfin. Pour quand ceux qui existent au-delà du voile et ceux qui résident en lui reconnaîtront leur nature commune. Et le film, reprit Gibson, revenant sur la question qui ne quittait jamais son esprit. N'était-ce pas seulement le commencement? Caviezel esquissa alors un sourire, ce sourire qui semblait contenir la sagesse des âges. Le film n'était qu'une graine, répondit-il, plantée dans la conscience collective, préparant le terrain pour ce qui est à venir. Pouvez-vous le percevoir maintenant? Comment certaines histoires sont bien plus que de simples récits, ce sont des portails, des catalyseurs, des points d'ignition pour des transformations qui s'étendent sur des années, des décennies, voire des siècles. Lors de la dernière réunion documentée de ce cercle extraordinaire, Gibson partagea enfin ce qu'il avait gardé secret pendant si longtemps, la décision qu'il avait prise concernant le registre et le savoir qu'il contenait. Cela ne restera pas secret éternellement, expliqua-t-il aux compagnons ayant partagé ce voyage exceptionnel. Lorsque les signes atteindront une certaine fréquence et intensité, lorsque de plus en plus de personnes commenceront à se rendre compte par elles-mêmes que le voile s'amincit, ce sera alors le moment de partager ce que nous savons. Et comment saurons-nous que ce moment est venu? Demanda le physicien théoricien. Gibson regarda Caviezel, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Nous le saurons, répondit Gibson simplement. Parce qu'ils nous le diront. Comme ils l'ont toujours fait. Ainsi, alors que le monde continuait sa rotation apparemment normale, inconscient des courants profonds qui s'écoulaient sous la surface de la réalité consensuelle, ceux d'entre nous qui avaient entrevu au-delà du voile maintenaient leur veille silencieuse, témoins d'une vérité trop vaste pour être proclamée, mais trop importante pour être oubliée. Vous, qui avez suivi ce récit jusqu'à la fin, vous demandez peut-être, combien de cette histoire est réelle? Quels éléments sont des faits, lesquels relèvent de la fiction? Et où se situe exactement la frontière entre les deux? Peut-être est-ce précisément la question que ceux qui ont regardé au-delà du voile voudraient que vous méditiez. Car dans les replis entre le connu et l'inconnu, dans les ombres entre ce que nous pouvons prouver et ce que nous ne pouvons qu'intuitionner, dans les fines marges entre la réalité consensuelle et les royaumes qui existent au-delà de notre perception quotidienne, c'est peut-être là que résident les vérités les plus profondes, attendant patiemment d'être découvertes par ceux suffisamment courageux pour regarder. Et peut-être êtes-vous l'un d'eux. Le voile s'amincit. Le sentez-vous?